Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous êtes déjà d'attaque pour cette émission. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons beaucoup de choses à vous donner. Entre autres, nous aurons à parler du métier de médecin généraliste avec Gisèle à l'hôpital. Nous allons également nous entretenir ce matin avec notre invité du jour sur comment améliorer l'éducation des jeunes en matière de santé sexuelle. Et pour clore en beauté cette émission, bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il y aura à la fin. Parce que si je vous le dis, c'est que vous ne serez pas là jusqu'à la fin. Au moins, il y a besoin que vous restez là jusqu'à la fin. Donc, voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a sur ce plateau avec moi, maman à l'hôpital. C'est Gisèle. Quand c'est va, maman d'assiste aujourd'hui. C'est maman à l'hôpital. Gisèle, bonjour. Bonsoir, bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais bien, surtout que aujourd'hui on ira encore à l'hôpital. Ah, ça c'est vrai. La particularité avec Gisèle, c'est qu'on se rend à l'hôpital, mais on ne se fait pas piquer. Ah bon? Prochainement, donc ça, on va vous piquer. Donc ça seulement, moi ça me plaît. Ça m'a piqué un jour, hein? Elle a apporté... Bah oui, le jour où on a parlé de... C'était le... Je pense que c'était le 15 août, non? Oui, le 15 août, on avait parlé de quoi du glucomètre. Glucomètre, voilà. Ah, elle nous a piqué. J'ai eu peur. J'ai eu peur le jour là, mais bon, ça s'est bien passé. Non, à l'hôpital, c'est pour faire du bien, c'est pas pour vous faire peur. Donc... Elle est devenue médecin. Non, pardon. Je savais. Ah non, je collabore avec les médecins. N'est-ce pas? C'est important. Est-ce que tu sais que ça vous fait plaisir les jeudis? Les jeudis là. Est-ce que tu sais que, hein? Ça fait plaisir, mais le fils de l'homme n'a pas bien dormi. Jacques, tu ne peux pas me faire ça, hein? La manière dont tu as commencé, attends, réveille-toi. Tu veux mettre quoi dans froid là? J'avais besoin d'une couverture, mais j'en ai pas trouvé. Jacques veut nous blaguer seulement. Avançons. Donc, mon bien-être ne vous préoccupe pas. On est dans le bien-être. Bon, voilà. Ok. Maintenant, voilà. Ok, maintenant tu aimerais qu'on trouve quelle solution? Non, c'est bon. Parce que tu sais ici... Vous avez déjà manifesté un désintéressement, donc à quoi bon me tuer la encore? manière dont tu as entamé la discussion, on ne sait pas exactement où tu iras. C'est ce qui me dérange souvent parfois avec les vivants. Hein. C'est-à-dire que tu es vivant, mais on te prend pour un mort. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ta place. Quand tu vas mourir, on va faire quoi à ta place? Tu débloques des niveaux, hein. Non, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que le gars est vivant, hein, mais on réfléchit à sa place. Maintenant, alors qu'il n'est pas encore mort. Son cerveau ne s'est pas encore arrêté. Tu as l'habitude de faire certaines choses. C'est que les personnes qui t'entourent savent que... Bah, quand tu es sérieux même, ils ne savent pas en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui... Mais avoue que ce matin-là... Ce matin, j'ai besoin d'affection. T'inquiète, à la fin, Blandine va gérer. Tu sais que c'est son domaine de définition, non? En tout cas, maman a bien-être. Il n'y a rien qui me dépasse. Si c'est dépasse. Rien. Si c'est bien-être, tout est gérable. J'essaie juste de réfléchir à notre voix. Si, je dis, si c'est le bien-être, comme c'est affiché grand derrière moi comme ça, je gère. Donc, tu aurais dû avoir tout à l'heure. Elle a les doigts magiques. C'est une très bonne Alors, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé, Blondine. Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, c'est jeudi. Et bien évidemment, nous aurons une causerie. Et le thème de notre causerie aujourd'hui, pardon, nos familles, excusez-nous beaucoup. C'est juste nos avions m'a donné. Donc, déposez-nous. Non, avant de commencer là, on vous demande pardon. Enfin, bien. D'abord, avant de commencer. Alors, pour ce matin, nous allons parler des réunions familiales. Les réunions familiales, pour vous, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but des réunions familiales? Parce qu'il y en a
En tout cas, je ne vais pas parler. Ne rentre pas dans les détails. Je préfère me taire. Je vais te prêter quelques mots. Vas-y. Vous savez, les réunions de famille, moi je dis c'est une très bonne chose. Parce que quand on vit en famille, quand on vit en société, on est appelé à faire des réunions pour penser sur, en tout cas, pour réfléchir sur des sujets d'avenir, sur des sujets qui concernent chaque membre de la famille. C'est comme nous vivons en association, il arrive des moments où nous faisons le bilan. Il arrive des moments où nous convoquons des assemblées générales. Il arrive même des moments où on fait le programme d'activité. On fait même des remarques au sein de l'association. Et moi je dis c'est la même chose en famille. Sauf que moi j'ai un petit problème avec la façon dont nous concevons nos réunions de famille. Et aujourd'hui, on a vraiment dénaturé nos réunions de famille. Je ne dis pas que nos réunions de famille n'existaient pas dans le temps. En tout cas, je sais que depuis l'Antiquité, il y avait quand même de petits regroupements qui se faisaient. Même dans la cour du roi, il y avait même des gens qui se retrouvaient dans la cour du roi. On essaie de réfléchir. Parfois même, on dit, ok, pour notre village, pour notre quartier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand on parle de nos familles, moi j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on a oublié un peu le côté bénéfique de la chose. On a oublié un peu le bien fondé, voilà, le bien fondé de nos réunions de famille. Moi, je ne peux pas aller à une réunion et tout ce qu'on dit au cours de cette réunion-là, c'est que, il y a telle personne qui est décédée, on doit aller faire ses funérailles. Après, il y a telle personne aussi qui est décédée. Le monsieur X et sa femme Y ne s'entendent pas. Il faudrait qu'on résolve ce problème-là. Il faudrait qu'on trouve une solution. Après, on vous dira, voilà, vous les petits frères, vous ne participez pas aux réunions de famille. Donc, s'il y a un problème, un jour, on ne va pas venir. Ou encore, on vous dira, écoutez, il y a monsieur, tonton, quoi là, qui doit aller faire, à qui on doit doter sa fille. En tout cas, on doit doter sa fille. Donc, écoutez, c'est la fête, on doit se rendre là-bas parce qu'on est en famille. Non, moi je dis, c'est un faux problème. Et parfois, on fait des cotisations de 200, bien de 1000 francs. Et après un trimestre, on dit on organise une fête. Si on conçoit nos réunions de famille comme ça, excusez-moi de le dire, il va arriver un moment où les gens ne vont plus venir à ces réunions de famille. Et si aujourd'hui, ils vont péter un cas pour dire pourquoi les gens ne viennent pas. Et si aujourd'hui, il y en a qui se plaignent comme quoi les jeunes ne viennent plus à ces réunions de famille, mais c'est normal. Les jeunes ont compris quelque chose. Les jeunes sont arrivés même à exprimer leur mécontentement, ce qu'ils voient lors de ces réunions-là, mais on n'a pas pris ça en compte. On dit, c'est comme ça, on le faisait depuis. Et on se retrouve chez quelqu'un, un vieux, on dit qu'il est sage. Excusez-moi, je n'ai rien contre cette personne. On dit que la personne est sage. On se retrouve là-bas, puis finalement, c'est pour aller brasser le vent. On ne sait même pas ce qu'on a dit. Et on dit que la personne est sage. Je vais creuser un peu. Et finalement, on part sans rien. Et on se sépare comme ça. Alors, voilà ce que moi je propose. Quand on dit réunion de famille, je voudrais qu'on sache d'abord c'est pour quel objectif. Et puis je voudrais savoir, c'est la réunion de famille propre à la famille. C'est une redondance, mais quand même vous allez comprendre. C'est une réunion de famille qui est propre à la famille, ou bien c'est une réunion de famille qui est élargie. Parce que moi je me dis, tout part aussi de la maison. Si à la maison, c'est vrai on nous a dit la famille c'est papa, maman et les enfants. Si à la maison, papa a l'habitude de convoquer des réunions de famille, lui, sa femme et les enfants, pour réfléchir sur les questions d'avenir, je pense que si dans chaque famille il y a des choses comme ça, comme on va se retrouver en famille élargie, chacun aura déjà un modèle type de réunion de famille. Mais c'est parce que, excusez-moi, il y a des parents qui ne tiennent pas de réunion de famille. Chacun vit pour soi. Chacun fait ce que bon lui semble. S'il y a quelque chose, c'est peut-être vous dire, il y a un problème, on va appeler les tantes, les oncles pour venir régler le problème. Et c'est fini. C'est parti encore. Mais quand c'est comme ça, sur quel modèle nous construisons nos familles? C'est ça qui va nous guider dans l'organisation de nos réunions de famille. Maintenant, moi j'aurais souhaité qu'on vienne à des réunions de famille, qu'on dise, écoutez, nous pensons mettre en place, je donne un exemple, nous pensons mettre en place un bus de 15 places qui va faire Lomé-Sokodé ou bien Lomé-Atapamé. Et on souhaiterait que chacun mette du sien pour qu'on puisse avoir ce bus-là propre à notre famille. Ce serait comme une entreprise. Après ça, je voudrais bien qu'on dise, écoutez, nous voudrions qu'il y ait une ferme propre à la famille, ou bien que chaque personne, chaque membre de la famille ait
sa propre ferme pour que l'argent puisse rentrer dans la famille et que chaque membre de cette famille-là soit épanoui. Si on pense sur des sujets comme ça, ou bien on dit, il y a telle formation, on va envoyer notre enfant là en formation pour que lui aussi, en retour, puisse envoyer ses petits frères en formation. S'il y a quand même des idées innovantes comme ça, moi je pense que ça va beaucoup aider. Mais je comprends. Sous un autre angle, c'est parce que aujourd'hui, il y a une mauvaise foi également qui s'est installée dans nos familles. On vous dira, on a fait à telle personne et finalement, elle n'a plus aidé les autres. Ou soit on vous dira, on a envoyé telle personne à l'étranger ou encore étudier quelque part et après on l'a tué. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement de pensées noires et sombres et qui se disent, mais parce qu'on a envoyé telle personne, est-ce que vous êtes sûr que quand elle va revenir, elle sera serviable? Est-ce qu'elle sera reconnaissante? Il vaut mieux l'éliminer. Et c'est dans cette histoire d'élimination-là, nos familles sont toujours à leur état. Finalement, on se pose la question, on fait du mal à qui? On pense parfois nuire l'autre, on pense parfois détruire l'autre, mais on se détruit soi-même sans le savoir. Alors moi, je voudrais qu'on repense à tout cela pour qu'on sache qui prend part à ces réunions de famille. Si ces réunions de famille sont inutiles là, c'est pas la peine. Et les papas et les mamans qui nous suivent, comprenez que les réunions de famille là, c'est d'abord dans votre maison. C'est dans votre foyer. Si vous-même vous arrivez à vous réunir en famille, vous, papa, maman et les enfants, vous arrivez à réfléchir sur des sujets qui concernent, des sujets d'avenir qui vous concernent, vous allez émerger. Et si de l'autre côté, il n'y a rien qui se fait, à un moment donné, les gens vont se poser des questions. C'est parce que là-bas, si vous avez tout abandonné, vous avez laissé, et les gens se permettent de faire du n'importe quoi de l'autre côté que réunion de famille, et on ne sait pas à quoi ça sert. Alors Gisèle, j'ai l'impression que Jacques il a vraiment balayé il a balayé le sujet, il est allé dans tous les sens, il a dit ce qu'il faut savoir. Et moi, j'aime les gens qui dénoncent un fait et en même temps trouvent des suggestions ou des solutions. Et Jacques, merci. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, chacun a pris pour lui. Mais moi, ce que j'ai à ajouter, c'est que c'est vrai que les réunions de famille aujourd'hui posent un gros souci. Jacques a soulevé le point où, arrivé à un moment donné, les jeunes ne trouvent plus l'intérêt de participer à ces genres de réunions familiales parce qu'il n'y a rien qui les attire, en fait. C'est vrai. Quand par exemple, c'est pas une réunion de famille, mais c'est une réunion de... Moi, je vais aller un peu plus loin. C'est une réunion de localité, une réunion des membres ou bien des ressortissants d'un village donné. Moi, je me pose cette question, c'est quoi le but? Comme Jacques l'a dit. Quand on dit, par exemple, on est ressortissant de telle localité et on organise des réunions de famille, c'est pour construire quoi? C'est pour faire quoi? Et à la base, moi, j'ai remarqué que les dirigeants même de ces genres de réunions sont des gens de l'Antiquité. Excusez-moi le terme, de l'Antiquité pour dire que c'est des gens qui, c'est comme s'ils sont allergiques à l'évolution. Ce sont des gens qui sont fermés aux suggestions, qui sont fermés aux apports des membres qui viennent. Je prends des exemples. Il y a des jeunes qui sont là. C'est vrai qu'on parle de réunions de localité et tout ça là, il y a les adultes, il y a tout ça, mais il y a aussi les jeunes. Et nous tous, nous savons que les jeunes constituent l'avenir. Dans une localité donnée, il y a forcément des insuffisances, il y a forcément des choses à faire, peut-être des écoles à construire, peut-être des jeunes à mettre en formation, peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'activités qu'il faut faire. Mais on ne s'appesantit pas sur ça. Plutôt, on dirige le regard vers les funérailles, les cotisations qui n'en valent même pas la peine. Alors qu'on doit former la jeunesse pour que la jeunesse puisse être une bonne relève demain. Il y a des gens qui ont appris des métiers. Parmi ces ressortissants-là, vous allez voir quelqu'un qui est en train de construire un building ou construire un hôtel ou je ne sais pas quoi, un immeuble, mais qui, au lieu d'appeler quelqu'un qui est à côté de lui, il va aller donner le marché là à une autre personne. Et il veut l'évolution de cette localité-là. Mais comment est-ce que l'évolution là va se faire? Ce sont des petits détails là sur lesquels on doit vraiment miser pour que ces réunions de famille soient vraiment constructives.
On ne va pas venir juste pour parler c'est pas, des problèmes de famille restreints, mais des sujets concrets qui vont aider à l'évolution de ces localités. Donc, ça va même permettre à ces personnes-là qui souvent au cours des réunions familiales se sentent lésées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, les personnes qui n'ont pas leur mot à dire, de savoir qu'ils sont quand même impliqués d'une manière ou d'une autre dans la réunion. Je pense que c'est très important de soulever aussi cet aspect parce qu'il y a des personnes qui refusent catégoriquement d'assister à ces réunions de famille juste parce que quand elles se rendent là-bas, quand elles donnent une idée pour les autres, tu n'as pas l'argent. Voilà, c'est rien du tout. Et puis, il y a une chose. Il peut y avoir parmi les jeunes qui participent à ces réunions, peut-être des jeunes qui sont nantis, qui ont la volonté d'aider les autres, mais ils sont confrontés à des, comment je vais dire ça, à des obstacles venant de ces, soit disons, dirigeants, bien c'est pas, ces dirigeants disons les chefs de famille. Bon, je vais donner juste un exemple. Un jeune, par exemple, qui est en train de parler par exemple, quand à la rentrée des classes, par exemple, d'offrir peut-être des fournitures scolaires aux enfants du village, ou bien de faire des cotisations, de petites cotisations pour peut-être rénover une salle de classe qui n'est pas en bon état. Parce qu'on ne va pas tout attendre des gouvernements, alors que dans certaines localités, il y a des ressortissants qui sont des cadres, qui sont bien nantis. Et devant devant cette proposition-là, il y a des gens de mauvaise foi, en même temps, bien des dirigeants, même ceux qui font partie des membres qui vont dire que c'est parce que tu as l'argent, que tu as l'argent que tu veux te parler comme ça, tu veux te faire voir. Voilà. Alors que ce n'est aucunement ça. C'est parce que il y a des gens qui veulent que la chose évolue d'une certaine manière. On ne va pas seulement se réunir, comme Jacques l'a dit, parce que quelqu'un est mort. C'est vrai que ça aussi c'est important. Mais on ne va pas... C'est pas l'essentiel au fait. L'essentiel, c'est le futur. C'est nos enfants qui arrivent. C'est les jeunes qui... Parce que dans nos villages, la plupart du temps, il y a des jeunes qui refusent les classes la plupart du temps. Quand ils arrivent en troisième, seconde, quand l'école veut être un peu dure, ils abandonnent. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir encourager ces jeunes-là à être assidus au cours, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils puissent apprendre un métier? Jacques a parlé tout à l'heure de la mauvaise foi de certaines personnes. Quand on les aide, après, ils ne veulent pas aider les autres. Mais moi, je trouve que c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison. Quand on est en famille, ou bien on est d'une localité, chacun a reçu une éducation chez lui avant que les réunions de famille ne soient concrètes ou bien ne soient concrétisées. Il faut que chacun essaie d'amener pour lui. Il ne faut pas seulement tirer l'épingle de son côté pour dire que parce qu'on a fait à telle personne, moi, on ne m'a pas fait, donc je ne participe plus, ou bien je ne fais pas ci. Donc, moi, je pense que c'est une question vraiment qu'on doit revoir, que ceux qui sont les dirigeants de ces réunions de famille soient ouverts, et reçoivent les suggestions, les propositions, pour qu'ensemble, ils puissent bien rebâtir les fondements de ces réunions de famille et les règles qui régissent ces réunions. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Très rapidement. Il y a un autre aspect. Très rapidement. Oui, elle a parlé des ressortissants. Moi, je me pose la question. Les ressortissants qui tiennent les réunions tout le temps, combien de lampadaires ils ont mis dans leur village? Combien de salles d'école ces personnes ont construit? Combien de centres de formation ces personnes-là ont construit? Il n'y en a pas. Vous rentrez au village, vous vous posez assez de questions. Et pourtant, on a des cadres ici. On a des gens qui sont à de très bons postes. Parfois, moi, je suis peiné quand on me dit, oh non, si on le fait les sorciers du village. Non, c'est pas ça. Vous rentrez au village pratiquement, vous vous posez des questions. Mais est-ce qu'en le faisant ainsi, on pense faire du bien? Bon, moi, je dis plutôt, on pense faire du mal à qui? Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens, après le bac, ont des difficultés à s'inscrire à l'université. C'est vrai. Alors qu'il y a des cadres qui viennent de ces localités. Oui, il y a des cadres qui viennent de ces localités. Alors que si réellement nos réunions de famille sont vraiment réunions de famille, c'est l'occasion d'aider ces enfants-là à s'inscrire à l'université et poursuivre leurs études. Il y a des gens qui, après, je ne sais pas quel diplôme, n'ont pas les moyens de poursuivre les études, mais veulent se spécialiser dans un métier. On peut aider ces personnes. Aujourd'hui, apprendre un métier, ça coûte combien? Et on ne peut pas investir dans ces enfants-là.
Mais si on ne le fait pas, on pense pouvoir le faire où? Ou bien qui viendra le faire? Et moi, ce qui m'énerve, pour finir, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que quand il y a un jeune ou bien il y a quelques jeunes qui ont un peu, c'est pas qu'eux aussi ils ont trop, ils ont un peu de moyens et qui pensent à ces genres d'innovation, autres qui veulent se faire voir, autres qui veulent dire qu'ils ont l'argent, donc ils ont l'argent à suffisant jusqu'à ils veulent distribuer. Alors que ce n'est pas ça. Ça me peine, on vous dit non, c'est parce que vous ne venez pas au réunion de famille qu'on ne vous aide pas. Est-ce que ça là c'est censé? Parfois quand on lance des concours... Moi je n'ai pas, comment dire, si je dois aller je dois assister à une réunion de famille et il n'y a rien qui m'intéresse là-bas, pourquoi moi je vais chaque fois on parle de funérailles, on parle de on lance les concours et puis après on vous dit non, que tu ne viens pas au réunion de famille, si tu venais, telle personne a t'aider. Tu décides de prendre pas désormais au réunion de famille, on lance concours, tu vas voir le grand frère en question, il te dit oh désolé petit frère, il faut prier, hein, il faut prier, je ne peux rien pour toi, il faut prier. Finalement là, on est là pourquoi? On est là pourquoi? Et moi j'ai vu quelqu'un qui après le BPC voulait faire une série, mais les gens de la famille lui ont dit mais mon frère que la série là c'est pas une bonne série, ne fais pas ça. Et le grand frère en question se prenait pour exemple que tu sais moi j'ai été comptable, c'est des problèmes, si tu ne sais pas faire on va t'enfermer, ceci cela. Pourquoi vous décourager? Si la personne a les capacités, la personne a l'intelligence qu'il faut, pourquoi ne pas encourager cette personne? C'est pas parce que toi tu as échoué quelque part que l'autre ne peut pas réussir. Et puis quand ils découragent comme ça, ils ne vont pas trouver de solution. Une bonne solution. Alors je propose ce matin qu'on essaie de repenser nos réunions de famille, qu'on essaie de redéfinir les objectifs et qui peut prendre part à ces réunions, qui est vraiment membre. Et c'est quoi le rôle, la part de toute personne? Quels sont les tests qui régissent le fonctionnement de ces réunions-là, de ces associations? Même aller jusqu'à créer un règlement intérieur. Un règlement intérieur. Voilà, oui. Même s'il faut mettre même des microfinances, je vais le dire ainsi, dans ces réunions de famille, je nous assure que ça va aider. Et toute personne sera enthousiaste à prendre part à ces réunions et être membre même de ces réunions de famille. Et que les cotisations qu'on fait habituellement soient transparentes. Qu'il y a des résultats. Quand on cotise telle somme, on sait que on a alloué cette partie à ça. Que les choses soient bien claires. Parce qu'affaire d'argent, la personne, on dit que l'argent là, c'est le sang de l'homme. Les réunions de famille sont une bonne chose, mais de grâce, revenons les contours. En tout cas, je pense que tout a été dit sur ce sujet. Je pense que nos très chers téléspectateurs qui nous suivent ce matin ont véritablement choisi de repenser leur réunion de famille. C'est très important. Je pense qu'on a eu à dire assez de choses intéressantes par ici concernant ce sujet et j'espère vivement qu'à la longue, les réunions de famille deviendront un nid où il y aura le développement de l'être humain tout simplement. Merci beaucoup mes chers pour vos avis qui m'ont vraiment rassasié ce matin. Merci à toi, Blanche. Nous allons donc poursuivre cette émission avec l'info du jour. Le Ghana se prépare à un confinement national le lundi 30 septembre 2024, alors que les fonctionnaires et les syndicats de travailleurs intensifient leur position contre l'extraction illégale d'or, connue sous le nom de Galamsey. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. La quête d'or du Ghana, soutenue par des pratiques d'extraction irresponsables, a atteint un tournant critique. Les terres agricoles, surtout dans les zones productrices de cacao, sont détruites et 34 réserves forestières décimées. Selon la Ghana Water Company, 60% des cours d'eau sont contaminés avec une turbidité atteignant 14 000 NTU, bien au-delà de la capacité de 2000 NTU. La société civile, les syndicats et les leaders religieux appellent à l'annulation des licences minières. Lorsque vous partez en guerre et que vous empoisonnez l'eau de votre ennemi, c'est un crime de guerre. Si les responsables refusent d'agir, le président doit agir. Il faut mobiliser l'armée pour évacuer tous ceux qui se trouvent dans les cours d'eau. Tous les permis d'entrée accordés pour miner dans des zones de biodiversité importantes doivent être annulés.
Alors que la Ghana Water Company alerte sur une éventuelle nécessité d'importer de l'eau d'ici 2030, les enjeux atteignent des niveaux alarmants. Les syndicats se lanceront d'urgence dans une série de manifestations et une grève nationale si le gouvernement ne s'attaque pas à nos préoccupations d'ici la fin du mois. Selon des experts, la pollution de l'eau par des produits chimiques dangereux comme le plomb accroît l'urgence d'une intervention pour protéger durablement la santé des Ghanéens. Nous sommes entre la vie et la mort et nous devons choisir. Si nous choisissons l'illégal, nous choisissons la mort. Nos ressources doivent être protégées. Reste à voir si le gouvernement ghanéen sera en mesure d'éviter une crise majeure. Voilà, c'était donc tout pour l'information du jour de ce matin. Nous allons y aller avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. De retour donc sur ce plateau après cette pause publicitaire, nous allons poursuivre l'émission avec la rubrique à l'hôpital. Aujourd'hui, à l'hôpital, Gisèle a décidé de nous parler du médecin généraliste. C'est exactement ça, Blondine. Parce que la plupart du temps, quand on va à l'hôpital, c'est la première personne qu'on voit, à part les infirmiers et tout, c'est le médecin généraliste. C'est lui, je peux dire que la base de la médecine ou bien la base de la prise en charge des patients commence par lui, au fait. C'est lui qui prend en charge la population dans son ensemble, avant que s'il y a la maladie que la personne a, il faut le référer vers d'autres spécialités, il le fait. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au médecin généraliste, au rôle qu'il joue et aux difficultés qu'il rencontre souvent dans l'exercice de leur métier. On le suit dans cette interview de Dr Mawena Atipwe. Le médecin généraliste est une personne qui, après obtention de son baccalauréat, a fait l'université de Lomé ou de Kara dans le contexte togolais. Et dans cette université, il a fait ce qu'on appelle la faculté des sciences de la santé et a choisi le parcours médecine. À la fin des 8 ans d'études, il sort avec le diplôme de docteur en médecine générale.
Le médecin généraliste a plusieurs casquettes. La première, c'est la prévention des maladies. La seconde, c'est les consultations pour pouvoir diagnostiquer les maladies. Et la troisième, c'est de traiter les maladies. La médecine générale, c'est la base de la médecine. Un médecin généraliste a le rôle et le devoir de consulter tous les patients. Maintenant, après consultation, si le médecin généraliste constate que le patient souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge spécialisée, il réfère le patient pour avis spécialisé. Donc, ce qui fait que le médecin généraliste touche à toutes les spécialités. Les difficultés rencontrées par le médecin généraliste sont énormes. La première des difficultés, c'est le manque accru de médecins. Quand on prend la proportion habitants et médecins, il y a un déphasage. Ce qui fait que ça a une répercussion sur la charge de travail du médecin généraliste. Donc, il n'est plus efficace comme il doit l'être. À part cela, il y a la relation médecin-patient. Certains patients sont un peu récalcitrants, ils ne sont pas trop médecine conventionnelle. Donc, le médecin généraliste prend sur lui le temps d'expliquer les bien-fondés de la médecine conventionnelle, étant donné que nous sommes dans le contexte africain, pour pouvoir faire une éducation thérapeutique aux patients. Parce qu'il faut que le patient adhère au traitement pour qu'il puisse le prendre. S'il n'adhère pas, il va retourner à ses habitudes qu'il avait avant. Donc, ce sont ces difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Mais grâce à notre formation, nous essayons quand même de résoudre cela et amenons les patients à comprendre. Chaque formation sanitaire devrait normalement avoir à son sein un médecin généraliste, pour ne pas dire plusieurs médecins généralistes. Parce qu'une formation sanitaire, c'est une grosse structure. Et le seul médecin généraliste ne pourra pas tout gérer. Donc, étant donné qu'on est en manque de médecins, donc minimum, il faut un médecin généraliste pour une formation sanitaire pour pouvoir pallier à ce manque. Mon conseil à l'endroit des patients, c'est que la médecine conventionnelle est une médecine qui a fait ses preuves. Cela signifie que quand ils viennent à l'hôpital, ils doivent s'attendre à avoir des résultats concrets. Ce qui fait que lorsque le médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, les reçoit, il est dans l'obligation de demander des bilans pour pouvoir confirmer la pathologie à laquelle lui il pense. Et dans la demande de ces bilans-là, certains patients se disent que c'est exagéré, c'est pas exagéré. Donc, ce qui fait que l'on éduque les patients à accepter ces bilans-là pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont telle pathologie. Donc, on explique toujours. Cela me pousse à dire que le corps humain est un organe très complexe. Dieu étant l'architecte de toutes choses, a fait le corps humain d'une manière où tout ce qui entre dans le corps humain, si cette chose n'est pas de bonne qualité, peut entraîner des dégâts. Et on n'est pas comme des pièces détachées où l'on peut faire des rechanges. Donc, ce qui fait que il est très important que tout individu ou toute personne vivante puisse consulter un médecin pour avoir une bonne santé. Le médecin généraliste n'est pas seulement là que pour traiter, il est aussi là pour donner des conseils et pour prévenir des maladies. Donc les gens se disent que non, c'est lorsque je suis malade que je dois venir à l'hôpital. Non, c'est pas ça. Même lorsqu'on n'est pas malade, on a toujours besoin des conseils pour avoir une meilleure santé. Alors, nous venons de le suivre, le rôle et les difficultés que les médecins généralistes rencontrent la plupart du temps dans l'exercice de leur métier. Il faut le dire, on ne finira jamais de le dire. Il faut que nous, en tant que patients, en tant que population, que nous n'attendons pas d'être malades avant de nous rendre à l'hôpital.
Tout cela facilite la prise en charge. Les médecins généralistes sont dans la prévention, dans la prise en charge, dans les conseils et tout. Donc, je pense qu'on a écouté le docteur, comment on l'appelle, Atipoué, pour ses éclaircissements. Voilà. Maman, je dirais que le médecin généraliste, il est comme en quelque sorte un tout-terrain. C'est un polyvalent. Un polyvalent. Un touche à tout. Qui est au centre de tout. Oui. Et il reçoit tout. Donc, beaucoup de courage. Ils sont devenus nos amis de tous les jours. Parce que d'abord, c'est difficile de trouver les spécialistes. Et quand tu vas chez le spécialiste, c'est le toc, quoi. Alors que le médecin généraliste, c'est lui qui est appelé, qui apprend tout son temps à vraiment poser le diagnostic, à faire tout avant de te référer. Donc, chapeau à eux, vivement aussi qu'on ait assez de spécialistes au pays pour tel qu'on a des généralistes également pour que ça puisse faciliter la prise en charge de plusieurs pathologies pour le bien des patients. Parce qu'on le dit comme ça, ils ont beaucoup de travail. Ils sont acculés. Ils sont vraiment acculés parce que ils sont en sous-effectif aussi. Quand on se rend à l'hôpital, c'est vers eux. On se dirige en premier lieu, avant de nous diriger vers un spécialiste. Je pense que eux aussi, quand même, ils font un grand, je dirais même qu'ils font le plus grand travail parce que c'est à eux de diagnostiquer premièrement la pathologie avant de pouvoir diriger la personne vers un spécialiste. Oui. Comme Jacques l'a dit, faut aussi penser aux spécialistes. Parce que c'est dans ça là, il y a des spécialistes qui sont uniques, qui viennent quand ça leur plaît. Voilà. Parce que tu vas dire quoi? Et ça là, vous allez, c'est toute une queue comme ça qui attend. On prend juste 5 personnes, on dit revenez demain. Demain à 3 h, on vient faire encore la queue. Et on attend, la personne vient à quelle heure. Entre temps, on a dénoncé plusieurs fois ce genre de choses. J'espère que ça va mieux. Mais en tout cas, vivement qu'on ait assez de spécialistes. Ah oui, c'est très important. Merci beaucoup Gisèle de nous avoir permis ce matin de découvrir le métier de médecin généraliste. Nous allons donc y aller avec la pause et on revient juste après avec notre invité du jour. Voici sur ce plateau avec notre invité qui est déjà très bien installé. Bonjour Monsieur Séphia Menou-Yao. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. En tout cas, on est très ravis de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert politique de jeunesse et développement. Exact. Ok. Avec vous, nous allons parler de comment améliorer l'éducation des jeunes en matière de santé et de développement. Alors déjà, j'aimerais savoir ce qu'on entend par l'éducation à la jeunesse, à la santé, chez les jeunes. D'accord, merci. Quand on parle de l'éducation à la santé, c'est tout le processus qu'on met en place pour pouvoir inculquer des valeurs, des principes, des compétences de vie et des attitudes ou des aptitudes qui permettent aux jeunes de pouvoir prendre des décisions assez éclairées par rapport à leur vie. Donc maintenant, au-delà, il s'agit, comme on parle de santé, il s'agit essentiellement de parler de la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, également la santé sociale. Donc c'est tout ça là qu'on met dans l'éducation pour la santé des jeunes. Donc cela veut dire que ce n'est pas seulement à l'école, mais c'est dans tous les domaines ou dans tous les secteurs par lesquels les jeunes sont obligés au cours de leur vie de passer. Voilà. Alors moi j'aimerais savoir quelles sont les voies et moyens pour instaurer cette éducation chez les jeunes. Voilà, merci. Comme je le disais, c'est un peu transversal, donc c'est multi-acteurs. Donc cela sous-entend que d'abord il y a la maison, et comme on parle du social, il y a aussi la société. Donc vous voyez que à la maison aujourd'hui, c'est un sérieux débat, l'éducation à la santé, l'éducation à la sexualité, à tous les autres paramètres. Comment les jeunes doivent être polis, comment ils doivent être clairs et clean dans tout ce qui a trait à l'hygiène, que ce soit corporel, alimentaire. Donc d'abord à la maison. Donc cela veut dire qu'il faut, à la maison, il faut que les parents soient outillés à pouvoir outiller en retour les enfants. Donc ça veut dire que c'est un autre débat. Ensuite, à l'école, parce qu'à l'école, on apprend des valeurs, on vous demande de ne pas jeter les sachets, etc. On vous demande de rendre propre vos salles de classe. C'est justement pour ça qu'il y a le balayage, il y a l'entretien, etc. Au-delà, maintenant, il y a aussi les médias, et c'est ce que vous faites bien. Donc, félicitations à vous. Merci. Donc, les médias communiquent essentiellement
et sont des canaux efficaces pour pouvoir éduquer les jeunes ou les ados. Ensuite, il y a ce que nous appelons des structures qui sont créées par l'État, comme les centres des jeunes, les maisons des jeunes, comme les centres aérés, comme les espaces ludiques, les bibliothèques, etc. Donc, tout endroit qui rassemble les jeunes et qui peut servir de canal pour pouvoir passer les messages. Et au-delà, maintenant, nous avons un concept qui est né il y a longtemps, qu'on appelle les pères éducateurs, etc., les spécialistes en santé, donc qui peuvent, comment on dit ça, on a aussi les centres d'écoute qui permettent aux jeunes d'aller poser des questions, parce que quand au-delà, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, d'abord dans leur corps, sur leur corps, et après aussi ce qu'ils observent, ça leur permet. Donc tous ces moyens-là peuvent être mis en branle pour pouvoir éduquer les jeunes. Alors, moi, je pars d'une déduction de ce que le monsieur vient de dire. Et en tout cas, si on vous suit bien, il y a vraiment un lien entre la santé des jeunes et leur développement, leur épanouissement. Alors, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que l'éducation à la santé impacte ou contribue-t-elle au développement, à l'épanouissement des jeunes? Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sérieux débat, un sérieux problème qui se pose. Moi, j'ai l'habitude de le dire que les parents aujourd'hui doivent être les premières personnes à être instruites, à être outillées avant de pouvoir éduquer les enfants, parce que s'ils n'ont pas l'éducation complète, ce serait compliqué. Maintenant, voilà, on parle encore d'éducation à la santé. Comment est-ce que c'est possible? Oui, d'accord, merci. La question est digne d'une thèse, c'est vrai, mais juste que il faut faire la part des choses. Même de façon aléatoire, les parents prennent en main toutes les questions d'éducation à travers des conseils. Ils ont déjà vécu des choses, donc ils ont déjà une vie. Des fois, ils ont commis des erreurs et donc ils vous mettent la puce à l'oreille pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc, au-delà, comment la santé, l'éducation à la santé contribue au développement? D'abord, elle permet aux jeunes d'être autonomes. Donc, vous savez, quand vous avez des informations claires, ça vous permet de faire des choix éclairés. Donc, des fois, on ne peut pas te demander de faire ce qu'on ne t'a pas appris à faire. Donc, quelque part, je rejoins un peu ce que tu dis, où les parents doivent être eux-mêmes éduqués. Et donc, bien éduqués d'ailleurs. Justement, donc, pour pouvoir transmettre. Mais s'ils ne transmettent pas, les autres canaux dont j'ai parlé peuvent faire le relais, etc. Maintenant, l'enfant ou le jeune est autonome. Ensuite, lorsque la personne est éduquée, ça lui permet de prévenir en fait. Donc quand tu es informé, tu ne fais pas certaines choses. Quand tu es vraiment conscient et tu as appréhendé certaines choses, tu ne fais plus, tu ne commets pas certaines erreurs. Donc tu fais des choix qui te permettent de pouvoir avancer. Et ensuite, l'éducation à la santé permet aussi de valoriser, de promouvoir la santé mentale. Et donc, c'est des choses dont on ne parle pas aujourd'hui, mais les gens, le stress, les problèmes à la maison, les conflits conjugaux agissent directement sur les jeunes. Beaucoup d'autres paramètres, la souffrance, le fait d'être affamé, etc. Tout ça, ça agit sur le mental et après. Donc vous voyez que quand vous n'êtes pas stable dans tous les paramètres, vous avez beaucoup de chances de ne pas pouvoir contribuer au développement. Donc la santé est le deuxième nom du développement. En fait, si on devrait parler de la santé dans un autre sens, c'est l'élément cardinal qui permet aux gens de pouvoir vivre pleinement. Donc je conviens que si vous étiez souffrant, ce n'est pas évident que vous soyez sur ce plateau. Donc a priori, votre santé permet aussi de pouvoir impulser le développement. Donc c'est pourquoi vous allez constater que dans les États, quels qu'ils soient, la santé, l'éducation, ce sont des domaines prioritaires. C'est-à-dire qu'on peut ne rien faire, mais la santé et l'éducation, justement parce qu'ils sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Donc ça veut dire que c'est des jumeaux qui sont là toujours et qui se suivent. Donc c'est des gens qui devraient travailler ensemble. Donc l'éducation à la santé favorise essentiellement le développement. Donc si nous sommes comment on dit ça, en bonne santé, nous pouvons aussi valablement contribuer, réfléchir, agir, aller travailler, entreprendre, etc. Mais vous imaginez une population malade, c'est tout le développement qui s'arrête. Donc, vous avez vu un peu, entre guillemets, quand la Covid est arrivée, ça a freiné beaucoup de choses. Donc, la maladie était carrément le frein au développement. Les gens voulaient vraiment faire des choses, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait des mesures barrières, il y avait beaucoup d'autres choses, etc. Donc, vous voyez que c'est intrinsèquement lié. Voilà.
J'aimerais qu'on fasse un petit rappel parce que vous avez déjà effleuré quand même le sujet qui peut véritablement inculquer les bonnes valeurs concernant l'éducation des enfants. D'abord, la famille, basique, et je pense que je suivais de l'autre côté les aspects liés à la famille, etc. C'est un sujet qui est passionnant. Merci d'en parler parce que c'est pas évident. Donc, il y a la famille, ensuite il y a l'école, et ensuite il y a la société. Maintenant, les pouvoirs régaliens sont dévolus à l'État, mais on convient qu'il y a des choses que l'État ne peut pas faire. Donc, c'est pourquoi, bien évidemment, il y a des ONG, voilà, comme même Afrique, il y a des structures de télé, que ce soit des structures privées, etc., qui contribuent aussi à pouvoir éduquer les jeunes. Donc, mais une chose, c'est de trouver le meilleur canal pour que les jeunes y viennent. Parce que les jeunes ont accès à Internet, ils ont accès à beaucoup de choses, mais ils ne viennent pas vers l'essentiel. Ils vont vers des choses superflues qui ne sont pas forcément utiles à eux. Donc, il faut recadrer, trouver le mécanisme pour pouvoir cadrer et s'assurer que si nous faisons tout pour que les enfants soient en bonne santé, qu'ils aient des informations pour eux-mêmes, ça permettra de pouvoir faire des choix éclairés demain. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler de l'éducation des jeunes et tout. Mais moi, j'aimerais savoir quel impact l'éducation à la santé a sur la vie scolaire des jeunes. L'éducation à la santé, le premier impact, c'est la réussite scolaire. Donc, quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez apprendre vos leçons. Bah oui, aussi basique que ça. Déjà, vous vous rendez au cours chaque matin, c'est sûr. Voilà. Oui. Donc, vous mangez à votre faim, peut-être, même si ce n'est pas 3 fois par jour, mais vous mangez quand même. Vous avez la tête sur vos épaules et vous pouvez apprendre. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas stressé. En fait. Donc, quand vous êtes stressé, vous avez beaucoup de chances de ne pas rendre, de ne pas donner les résultats qu'il faut. Et donc, l'impact qu'il y a, c'est qu'on gagne d'abord dans le fait que la personne est équilibrée. Elle peut apprendre et elle peut réussir. Donc, à la fin, on a des bons résultats, etc. Et à la fin, tout le monde est content. Donc, les parents sont contents parce qu'ils ont un retour sur investissement indirect, parce que ils ont investi dans la scolarité, l'enfant a réussi. Ça fait mal de voir son enfant. Très mal, hein, très et mal. même, ça fait encore plus mal quand vous savez que votre enfant est intelligent, mais il ne peut pas aller à l'examen parce qu'il est malade. Donc, vous voyez que ça, c'est tellement lié, c'est un cercle, en fait. Le mal est doublement plus grand parce que tu sais que ton enfant, imagine, il est premier de sa classe au premier trimestre, deuxième trimestre, ça veut dire que rien ne présage qu'il ne réussisse pas, mais là il est malade. C'est pas qu'il ne peut pas aller. Ça fait doublement mal. Donc l'enfant peut-être ne prend pas lui conscient directement, mais c'est le parent qui voit en même temps tous les autres aspects. Bon, d'abord la scolarité qui part en vrille, le reste, et lui-même les dépenses qu'il fait maintenant, etc. Donc moi je sais exactement de quoi je parle. Bon, dans une autre vie aussi, moi j'ai eu la grâce de traverser cela. Donc bon, voilà. Tout le monde n'a pas cette chance. Vraiment. Et parlant aussi de cette éducation à la santé, vous avez fait mention des centres de formation que nous avons aujourd'hui, les maisons de jeunes. Et il faut aujourd'hui trouver le mécanisme pour amener les jeunes vers la vraie information, puisqu'aujourd'hui avec Internet, ils peuvent trouver tout, mais tout n'est pas utile. Moi, ça me cause un petit problème parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a pratiquement un peu partout les maisons de jeunes, des centres, mais comment est-ce qu'on arrive à redynamiser ça? Comment est-ce qu'on arrive à rendre ces centres-là beaucoup plus vivants et pour attirer les jeunes à s'intéresser à des centres comme ça pour avoir l'information? Il ne suffit pas de construire des centres ou encore avoir les maisons des jeunes et que voilà, qu'il n'y ait pas vraiment d'activité instructive ou bien qu'il n'y ait pas, que le centre ne soit pas vraiment animé. Parce que si l'enfant à la maison n'arrive pas à avoir l'éducation à la santé comme il faut, au moins il faudrait que les centres-là répondent pour que l'enfant puisse véritablement trouver ce qu'il faut. Et ça m'amène à poser la question de savoir comment redynamiser ou encore comment transmettre cette éducation à la santé. D'accord, merci. Je pense que c'est un point qui me touche particulièrement parce que dans une autre vie, j'étais le directeur de la maison des jeunes d'Amadaro, donc spécialiste des questions de jeunesse, donc c'est mon dada. Donc je voudrais te rassurer qu'en fait, les centres font tout ce qu'ils peuvent faire
en termes de programmation, et moi je fais en même temps ce plaidoyer sur le plateau, souffrez, ce serait bien que vous invitiez aussi les responsables des centres. Ils peuvent venir parler un peu de ce qu'ils font, Des etc. activités. Là, à la maison des jeunes d'Amada Romé, que je connais bien, et au centre des jeunes d'Avedi, que je connais également très bien, on a le point d'information jeunesse. Donc c'est un point qui a été mis en place, et je profite pour saluer l'ANPGF qui nous a gracieusement offert des ordinateurs portables pour permettre aux jeunes de se connecter, etc. et de voir. Donc au point d'information jeunesse, quand vous arrivez, on vous donne toutes les informations. C'est parce que nous n'avions pas à Lomé le centre d'écoute, comme à la maison des jeunes de Kara, où il y a le centre d'écoute au sein de la maison des jeunes, avec une infirmière d'État, etc., qui sont là pour parler de tout ce qui a trait à la santé des jeunes. Donc nous avons inversé en faisant l'effort de créer un espace où, quand vous venez, c'est à la bibliothèque, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si nous n'avons pas de réponse, on vous réfère. Donc ce qui est sûr, c'est que quand vous viendrez, vous trouverez les informations qu'il faut. Maintenant, au-delà, nous avons fait beaucoup d'activités de sensibilisation. Et nous avons même monté le niveau en produisant des films, en fait. Et donc, les films, nous avons plusieurs films, avant que moi je ne parte, parce que je ne suis plus aux affaires maintenant. Nous avons produit plusieurs films sur tout ce qui a trait à la santé mentale, la santé sexuelle, avec les jeunes et en collaboration avec le CEG Amada Romé, juste à côté. Donc, on a fait le casting, et ce sont les jeunes qui ont produit les films. Donc, on a fait des courts-métrages. Peut-être un de ces quatre, je vais vous passer le film, si vous voulez, donc, pour pouvoir... Et donc, on faisait des projections, c'était plus impactant, parce que les élèves voient leurs camarades qui sont en train de jouer. Donc ils se disent, mais attends, on a estimé que ce n'est plus la peine d'aller chercher des films ailleurs, qui ne sont pas dans notre vécu, qui n'ont pas nos réalités, et qui ne comprennent rien. Donc on a appris des choses, et je salue également l'association des cinéastes pour le développement à CAPT Togo, qui nous a appuyés techniquement, parce que c'est avec eux, nous on n'est pas des réalisateurs, donc c'est eux qui ont monté, etc., qui sont venus avec des caméras, ils ont fait le casting, on a fait les textes, etc. Et les enfants, nous on a été surpris de voir des enfants qui sont bons. Donc moi je me dis quelque part, on peut commencer comme si on est en train de nous amuser, mais aujourd'hui ça peut devenir un métier pour les jeunes. Donc on fait des activités de par tout le Togo, que ce soit Mango, Dapan, etc. Il y a... les responsables sont outillés, sont formés pour pouvoir aussi continuer par créer des petites activités. Mais je conviens que ce n'est pas aussi évident. Donc je partage ton avis et je pense que c'est ensemble qu'on va co-construire. Nous on est dans la dynamique de l'ouverture et on se dit qu'on n'a pas besoin forcément d'être à la tête pour contribuer, mais qu'on peut donner des conseils, qu'on peut orienter. Et je suggère que vous puissiez inviter les responsables de ces centres-là, qu'ils viennent et qu'ils nous disent un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et pendant les vacances, on fait les centres aérés, où on forme les jeunes dans beaucoup de choses. Et au-delà, on fait aussi tout ce qui a trait à la lutte contre la toxicomanie. Tu vois, quand vous voyez madame le ministre, l'ancienne ministre qui est contre tout ce qui est chicha, elle est montée plusieurs fois sur les ondes, elle a fait des publications, etc. Donc on fait beaucoup de communication tout au long. Et les mercredis après-midi et vendredi après-midi, quand vous faites un tour à la maison des jeunes d'Amada Romé, vous allez voir que les jeunes sont rassemblés. Et ça, c'est pour aider les jeunes à améliorer l'éducation et la santé. Oui, et qu'ils puissent prendre en main leur... Vous allez voir aussi qu'il y a des kiosques qui ont été financés par probablement le GIZ et d'autres, ou que ce soit sur l'aspect sexualité, ils ont accès aux préservatifs, on leur donne des conseils sur la planification, sur l'éducation sexuelle. Voilà, donc comment faire des choix éclairés pour eux-mêmes. Nous n'allons pas parler de l'éducation et la santé des jeunes, sans toutefois parler de l'auto-éducation de ces jeunes-là justement à travers Internet. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, heureusement, aujourd'hui c'est un mal nécessaire. Donc, a priori, on ne peut pas occulter Internet, mais on ne peut pas aussi permettre à Internet de prendre 90% ou 100% de notre vécu. Et donc, personne n'est à l'abri en fait. Donc, c'est carrément, c'est même le constat alarmant qui a été fait. C'est pourquoi on parle de génération tête baissée. On parle de, moi j'ai vu un accident où le gars était avec ses écouteurs, tête baissée dans son TikTok, jusqu'à ce qu'une moto le ramasse, quoi. Donc vous voyez un peu que c'est grave, donc il faut recadrer. Donc il faut vraiment permettre à ce que les jeunes sachent
quel est le danger qu'il y a et quel avantage il peut avoir en utilisant Internet. Donc, c'est mitigé, mais quand vous allez même dans la politique nationale de la jeunesse du Togo, vous verrez que parce qu'on veut former une nouvelle catégorie de jeunes. Donc la vision, c'est de créer des jeunes solidaires, engagés, responsables, autonomes et imbus des valeurs citoyennes. On sait qu'ils ont besoin d'avoir recours à Internet. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir recours à tout, en fait. Donc on doit les éduquer à ça. De la même manière qu'on fait l'éducation à la santé, on devrait plutôt faire aussi l'éducation à Internet, aux réseaux sociaux. Donc ça doit être une vraie priorité. Sinon, on va perdre beaucoup de choses. Et on va perdre d'abord des valeurs. Et que si on perd des valeurs, c'est que c'est la société qui commence par partir en vrille. Donc c'est compliqué. Donc pour moi, humblement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que l'État a les droits et les obligations. Donc les ONG, les associations, etc. On vient juste en appui. On n'est pas les régaler en fait. Donc, mais c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Mais en tant que structure, en tant qu'activiste ou en tant que spécialiste, on fait toujours le plaidoyer pour demander à ce que et là, je salue aussi, vous voyez, la mesure que le ministre des enseignements primaires a prise par rapport au téléphone portable. Maintenant, c'est une bonne mesure, mais il faut, au-delà, trouver la stratégie pour accompagner cela. Il faut communiquer autour de cela pour que ça rentre dans le mindset des gens, qu'on comprenne que ce n'est pas pour faire mal. Pendant les congés, peut-être vous pouvez utiliser votre téléphone, mais quand vous êtes à l'école, soyez rigoureux, parce qu'on a eu aussi des vidéos qui avaient circulé, vous vous rappelez un peu dans les établissements, etc. Donc il faut régler vraiment, véritablement, et permettre aux gens de comprendre que c'est l'autodiscipline qui leur permettra de pouvoir infléchir les tendances auxquelles nous assistons. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sefia Menou. J'espère que nos chers téléspectateurs ont été ravis de vous avoir sur ce plateau, tout comme nous tendons justement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin très rapidement? D'accord, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités sur le plateau. Demander également à la jeunesse de ne pas baisser les bras et de véritablement prendre conscience des enjeux, des défis qui sont liés à leur santé. Donc leur santé prime sur tout ce qu'il faut. Et que si vous êtes en bonne santé, vous pouvez tout faire. Donc, tant que vous n'avez pas la santé, vous êtes bloqué dans votre élan, dans vos rêves, etc. Et donc que nous soyons conscients nous-mêmes et que nous comprenions qu'au-delà, je pars avec ce mot en demandant aux jeunes de comprendre que l'obstacle est le chemin. Et que peu importe ce qu'il se passe, il faut se lever, se battre. Et aimer le Togo plus que toute autre chose sur la terre. Aimer le Togo plus que toute chose sur la terre. Merci beaucoup, monsieur Sefia Menou Yao. J'espère que, je rappelle, que vous êtes expert politique de jeunesse et développement. Et avec vous, aujourd'hui, nous avons eu à parler de comment améliorer l'éducation des jeunes en matière de santé et de développement. Merci, nous avons été vraiment ravis de vos interventions. Ravis et nourris. Vraiment. Ah oui. Plaisir, on a beaucoup appris également. Merci Gisèle, merci Jacques. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Je n'oublie pas tout de même de dire un sincère merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Au revoir.